dièse. En sol majeur, Yasmine Chouaki. Thomas Ferrière. Entre la Mésopotamie d'origine et la porte de Bagnolet, il y a un homme qui trimballe en lui la fin de tout un monde, la fin des abricotiers d'une enfance kurde passée au nord-est de la Syrie, sur les rives de l'Euphrate. Il se trouve que Fawaz Hussein, 57 ans, a dérivé jusqu'au périphérique, jusqu'à la nationalité française, aux confins d'une littérature d'exilés et d'une langue française qu'il enseigne amoureusement aujourd'hui en tant que prof dans une ZEP ordinaire, ouvrage édité au Serpent à plumes. Mais lui qui est né dans ce quelque part qui lui contestait son identité, ne pensait pas s'éloigner autant de chez lui. Il y revient pourtant en romancier avec Les Sables de Mésopotamie aux éditions du Rocher et en nouvelliste avec En Direction du vent aux éditions Non-Lieu. Roja Tabakher. Roja Tabakher. Fawaz Hussein. Elle est très mauvaise cette prise, je ne sais pas parler le kurde, c'est officiel. Comment dit-on? Roja Tabakher. Roja Tabakher. C'est déjà mieux, mais peut mieux faire. Alors vous, le français, je m'aperçois quand même immédiatement que lorsqu'on vous demande de choisir des musiques, vous n'écoutez que de la musique du bled. Cette musique qui sent les abricotiers et les figuiers de l'enfance. En réalité, j'aime beaucoup la musique française, la musique internationale et même la musique classique, j'adore. Mais c'est vrai pour l'émission, quand on m'a demandé de faire une émission un peu, je n'ai pensé qu'à la musique du Proche-Orient, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que elle est beaucoup plus profondément ancrée en moi. C'est pour cette raison, mais j'ai choisi quand même, je pense, un morceau de une chanson française, je pense. Oui, c'est venu. Il faudra attendre la fin de l'émission. Donc, on va poser sur le pick-up dans sol majeur celui qui fait, je crois, l'unanimité dans la diaspora kurde. C'est un certain Johan Hadjo, donc chanteur né aux alentours de 57 dans le Kurdistan syrien. Aujourd'hui, il est installé en Norvège. Mais c'est vrai qu'il arrose les scènes internationales de ses chansons d'amour. Il chante l'amour ? Il chante l'amour, il chante la patrie perdue, il chante l'exil, le déchirement, il chante tout cela.
sur les steppes du Kurdistan syrien. C'est la voix en sol majeur de Jowan Hadjou qui nous arrive pile sur le pick-up du studio 147 de la Maison de la Radio, donc à Paris, où notre invité Fawaz Hussein vit depuis 32 ans, puisque vous avez quitté votre terre natale exactement le 28/8/78. Alors moi je suis pas très portée sur les chiffres, mais vous l'êtes. Je suis pas du tout, mais cette date, on peut pas l'oublier. Elle est tombée comme ça, le 28/8/78. C'est comme la date de la Révolution française. 1, Carrément. 7, 8, 9. Non, mais c'est très facile pour les élèves de retenir ces dates. 1, voilà, 7, 8, 9, c'est facile. Et la date de mon arrivée aussi, c'est le 28/8/78. C'est vrai, c'est une date que je n'oublie pas parce que elle est tombée comme ça et c'est très facile à retenir. En plus aussi, si je peux ajouter, cette date est très importante pour moi. Je considère mon arrivée à Paris comme une seconde naissance. La date de ma seconde naissance, elle est nette et claire. Voilà, avec ces 28/8/78. Lorsque je partis de chez moi, je n'aurais jamais imaginé que je m'éloignerais autant de ce Kurdistan, de toutes les convoitises et de toutes les douleurs. C'est par cette phrase que s'ouvre dans votre recueil En direction du vent une de vos nouvelles, Fawaz, intitulée Tête de Kurde, ça c'est un joli jeu de mots, Tête de Kurde à lire au sens propre et au sens figuré d'ailleurs dans cette histoire, qui semble au début raconter le parcours d'un clandestin kurde, avec les passeurs qui font miroiter l'Eldorado et qui s'en mettent au passage plein les poches. Mais en fait, l'histoire est ailleurs. Voilà, exactement. Vous parlez tellement bien de mon livre, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. C'est vrai, c'est-à-dire, moi, souvent, quand je vois un peu l'histoire de mon peuple, voilà, c'est l'histoire d'un Kurde qui n'a pas de tête, en réalité. C'est une tête sans cervelle, qui n'arrive pas à retenir la mémoire, les dates qui sont très très importantes, qui sont liées à notre histoire. C'est une tête un peu vide parce que tout simplement, on est manipulé par tout le monde. On est manipulé par les grandes puissances, on est manipulé par les petites puissances régionales. En réalité, on est manipulé par tout le monde. Et dans d'autres phrases, souvent, je dis, nous sommes des esclaves, les manipulés des manipulés, les chiens des chiens. C'est comme ça que je vois un peu. Et pourtant, le Kurde, il se bat, il essaye d'avoir sa place, comme on dit, au soleil, mais c'est pas évident. Et c'est vrai, quand on parle des Kurdes, c'est entre 30 et 40 millions de personnes qui vivent dans cette partie du monde. Et les Kurdes, je peux dire qu'ils n'ont jamais eu vraiment un État à eux-mêmes, ce qui est vraiment triste. Donc vous, l'écrivain, vous utilisez de façon radicale la métaphore tranchante, parce que cette histoire se transforme en fable, qui se souvient de La Fontaine, au passage d'ailleurs, et c'est une fable où vous introduisez une goutte de fantastique et une portée autant philosophique qu'existentielle, car cette tête de Kurde est décapitée, au vrai sens du terme, et elle se retrouve dans le bocal d'un savant. Voilà, c'est-à-dire, on prend la question kurde quand on en a besoin, on l'expose dans les musées, dans les salons, et quand on n'en a pas besoin parce qu'il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus brûlants, qu'on considère beaucoup plus brûlants, on les expose aussi. Par exemple, regardez, le problème kurde, il est toujours là, comme le problème palestinien, comme le problème tchétchène, mais on n'en parle pas. Le problème kurde, on n'en parle presque jamais, et je trouve que ce n'est pas juste, je pense que le problème n'est pas résolu, je pense qu'on doit se pencher quand même sur ce problème pour trouver une solution démocratique, et pour les puissances de la région, et pour les Kurdes eux-mêmes. Est-ce que l'exil vous a, vous aussi, Fawaz Hussein, en un sens, fait perdre la tête ? Ma connaissance de l'exil, ma relation avec l'exil a changé avec les années. Dans les 15 premières années, c'est vrai, ma relation était beaucoup plus tendue. C'est pour ça que j'ai pu pondre, entre guillemets, mon premier livre, Le Fleuve, qui est un peu plus triste. Mais c'est vrai, maintenant que j'arrive à retourner dans mon pays d'origine, j'arrive à aller sur la tombe de mon père, à voir un peu les lieux de mon enfance. C'est vrai, j'ai fait un peu la paix avec moi-même, avec mon passé. Donc vous avez un peu la tête sur les épaules pour continuer à filer la métaphore. Pas pour autant, parce que le problème, c'est que j'ai vécu beaucoup plus ici que là-bas. J'ai vécu 32 ans ici. J'ai quitté la Syrie, j'avais, je pense, 24 ans. Alors je me rends compte que j'ai vécu beaucoup plus ici. Alors quand je rentre chez moi, est-ce que je rentre vraiment chez moi ? Ce n'est pas évident. Où me mènes-tu, père ? En direction du vent, mon enfant. Est-ce que vous pensez, en tant qu'auteur, que vous aussi, vous suivez ce cap du vent, comme le poète Mahmoud Darwish que vous citez en exergue ? Alors, Mahmoud Darwish, c'est l'un de mes plus grands poètes. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué ma vie. Et je l'ai rencontré, heureusement pour moi, il y a une 40aine d'années, quand j'étais
35 ans, je pense, quand j'étais à l'université d'Alep. Un jour, il est venu. Mais à cette époque-là, je n'étais pas très conscient. Je n'avais pas cette formation que j'ai maintenant. C'est-à-dire, il est venu. On savait que c'était un poète engagé. Mais de la Palestine. Mahmoud Darwish, je l'ai connu après. Et surtout, ce que j'aime en lui, c'est sa façon de s'exprimer, c'est sa façon de défendre et la cause palestinienne et la cause du monde entier, tous les opprimés de la terre. Et Mahmoud Darwish, c'est pour ça, je vois que c'est un poète tout à fait différent des autres. Et c'est pour ça qu'il a une place très très importante dans ma vie d'écrivain. En tout cas, le vent littéraire vous ramène presque toujours sur la terre première, entre le Tigre et l'Euphrate, sur une terre confisquée par les hommes que vous appeliez Kurdistan. Aleph, Ba, Ta, Tha, Sin, Shin, Jim, Ha, Kha, Zayn, Dal, Ra. D comme drapeau. On va commencer par la question qui fâche tout de suite, Fawaz Hussein. C'est sous quel drapeau et en quelle année êtes-vous né ? Alors, l'histoire de ma région est une histoire, je pense, comme n'importe quel coin du monde, est une histoire assez riche. Mais l'histoire de ma région, c'est-à-dire quand je parle de ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère, elle est née en 1900 et à l'époque, c'était l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est fini avec la fin de la Première Guerre mondiale et il y a eu le mandat français sur le Liban et la Syrie. Alors les Français et les Anglais sont arrivés dans la région avec des règles, avec des crayons, ils ont tracé la carte du Proche-Orient. Je me suis trouvé, ma mère, elle est née sous le mandat français en Syrie. Et les Français sont partis, je pense, en 44. Il y a eu quelques années de flottement et après il y a eu la naissance de la Syrie, arabe et moderne, comme on dit. Et moi, je suis né en Syrie. Et c'est vrai, souvent je me dis, mais c'est vrai, je suis né sous quelle couleur, quel drapeau? Et franchement, je vous dis, c'est-à-dire le drapeau qui m'est le plus cher maintenant, c'est le drapeau français, c'est le drapeau tricolore. Oui, mais à l'époque, si on se replace dans la situation dans les années 50, début 50, de quelle nationalité êtes-vous ? Voilà, je sais pas comment définir. C'est très très difficile quand on me demande, quand on me dit qui êtes-vous. C'est très très. À un Français quand on dit, il dit je suis français et ça s'arrête là. Mais moi, vu mon passé, vu le passé de ma région, je suis très fier d'être syrien. Je suis très fier d'être kurde syrien. C'est-à-dire, je n'ai jamais rejeté le côté syrien qui est en moi, parce que une partie de ma culture, je peux dire que même 75% de ma culture, c'est une culture syrienne. En réalité, je me sens beaucoup plus proche d'un arabe syrien qu'un kurde d'Iran. Il y a beaucoup plus de points communs entre nous qu'entre moi et un kurde iranien, par exemple. Et alors justement, quelle est la réalité kurde culturellement de votre famille ? Parce que vous naissez en Syrie, mais dans une famille kurde. Les anciens, dont votre grand-mère maternelle dont vous parlez beaucoup, Hadja Alia par exemple, qu'est-ce qu'elle vous a transmis comme savoir, comme tradition ? Alors mes parents n'ont jamais été à l'école et l'école a commencé avec ma génération à moi. C'est-à-dire le premier jour où mon père a mis les pieds dans une école, c'était pour nous accompagner, moi et deux de mes frères. Dans ma ville, il y avait l'école, bien sûr, laïque et de l'État, comme on dit, l'école de l'État. Et il y avait les écoles privées qui étaient entretenues, dirigées par des chrétiens catholiques ou syriaques. Et puisque les catholiques, les chrétiens avaient une très bonne réputation, alors ma famille, qui était un peu aisée, a décidé de me placer plutôt dans une école catholique, qui avait une bonne réputation. Et c'est comme ça, quand je suis allé à l'école, je ne savais pas du tout que j'allais apprendre deux langues tout à fait différentes, deux langues qui n'avaient rien à voir avec ma langue. À la maison, on parlait le kurde, qui était notre langue à nous, qui nous permettait vraiment, qui coulait dans mes veines comme le sang. Et quand je suis allé à l'école, le plus grand choc a commencé le premier jour quand je suis allé à l'école, parce que je me suis rendu compte que je devais apprendre et l'arabe et le français, deux langues que je ne maîtrisais absolument pas, et je ne soupçonnais même pas l'existence. Dans Tête de Kurde, cette nouvelle dont je parlais au début, vous avez cette phrase, Fawaz Hussein, « Quand j'étais petit, j'allais à l'école pour apprendre la langue de ceux qui nous interdisaient de parler la nôtre. » Le premier contact avec la langue arabe est celui-là. Bah oui, parce que l'arabe, c'était pas ma langue maternelle. J'ai eu énormément de difficultés à apprendre cette langue. Et ce qui m'a aidé à mieux peut-être apprivoiser l'arabe, c'était l'école coranique.
parce que en été, j'allais, comme tous les enfants kurdes, j'allais à l'école coranique, et là-bas, je pouvais apprendre l'arabe, et plutôt le Coran, c'était le livre sacré pour tous les musulmans. Oui, car vous aviez beau avoir une tête de kurde, la clé du paradis s'obtenait en arabe. Exactement. Et notre mollah, c'était un mollah kurde. Alors lui, l'avantage avec lui, c'est qu'il nous expliquait tout en kurde, et c'est pour ça, l'approche de l'arabe du Coran et de l'arabe était beaucoup plus facile qu'à l'école où il n'y avait que l'arabe qui était la langue de l'enseignement, qui est toujours la langue de l'enseignement en Syrie. Voilà. Vous êtes né dans un tout petit microcosme, un petit village au nord-est de la Syrie qui se trouvait à 60 km de la frontière irakienne, qui s'appelait Kourdo. Vous avez déménagé, mais bon, on n'a pas le temps d'évoquer toutes ces méandres géographiques. Mais vous, Fawez, on vous appelait le Bajari. En kurde, c'est Bajari. Bajari, ça veut dire le citadin, c'est le civilisé, parce qu'il y a le Bajari et il y a le Gundi. Le Gundi, c'est le paysan, le plouk, si vous voulez, et il y a le citadin qui portait peut-être des chaussures et qui peut-être se lavait une fois par semaine. Peut-être c'était ça, parce que c'était pas évident quand même pour les enfants kurdes et comment on vivait surtout à la campagne. La vie est très très difficile à la campagne en Syrie. Chanteur du terroir, c'est monsieur, je vais pas bien le prononcer, il va falloir que vous m'aidiez, Fawez Hussein, Garapate Khacho. Exactement, vous l'avez très très bien prononcé. Alors, un mot de ce chanteur? Alors, ce chanteur, quand il s'exprime, c'est la voix d'un homme. L'interprète, c'est un homme, mais on dirait une femme, parce que cette voix, on dirait vraiment la voix d'une femme. Voilà ce que dit la chanson, les paroles de la chanson, plus ou moins en français. Je me permets de faire pas mal d'adaptation. Mère, chère mère, s'il te plaît, le samedi, mets-moi dans la salle de bain, pars-moi de mes bijoux, fais-moi une belle coiffure. On est allé chercher les dignitaires religieux pour me marier. Mère, chère mère, fais chercher le jeune Matine, mon bien-aimé, pour que je le serre contre ma poitrine de jeune fille. S'il demande ma main, qu'il le fasse. S'il compte m'enlever, qu'il le fasse. Sinon, on me mariera demain. La destinée est une traîtresse, elle nous joue de sale tour. مغلوب شيخا وتوافي قاد قال كي كودا وكشك تقولي لي ضايق حيراني ومشينا بيلا وكمتيني دلالي مالي وبلا بينا واسي وبري مكشكي وهكا متخوذا بلا قلوبي مبخوذا وهكا متربينا بلا مربينا وهركمنا ربينا سبا وبمريكن هيدا لا لا هيدا لا 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 دلالي فلك ما خاينه ولا ما تخافينا من نايدوم هيدوم
Garabete Khacho, de la chanson kurde, pour tirer un petit peu les oreilles de l'enfance, celle de notre invité Fawaz Hussein, qui revient avec sa gomme et ses crayons dans 3 minutes.